il y a autour de Copenhague la convergence de deux grands phénomènes, c'est-à-dire la rencontre entre l'évolution des travaux scientifiques sur le climat depuis 1 à 2 ans, aussi bien dans le cadre du GIEC que hors GIEC, et la mobilisation politique qui est rendue possible aux États-Unis par l'élection de Barack Obama qui s'est installé dans une posture de rupture par rapport à la politique de refus de signature de l'accord de Kyoto qui était propre à l'administration Bush. Donc il y a cette rencontre entre deux effets très importants, d'autant que les travaux des climatologues tendent à mettre en évidence qu'il reste assez peu d'années pour éviter qu'il n'y ait un emballement du réchauffement global qui soit au-dessus des 2 degrés de moyenne globale. Si ce seuil devait être franchi, d'après les travaux qui sont produits actuellement, il y aurait un emballement. Il y aurait un très fort risque d'emballement. Donc l'enjeu, non seulement de Copenhague, mais des négociations qui suivront, parce que Copenhague n'est pas une fin en soi, sera de voir comment rester dans cette enveloppe d'une augmentation moyenne de 2 degrés, dont il semble désormais fort difficile de faire l'économie. Aussi, l'enjeu général de Copenhague, c'est déjà de voir comment les différentes parties prenantes vont s'aligner autour de cette frontière climatique globale des 2 degrés. Il serait extrêmement caricatural de dire qu'il y a d'un côté les pays anciennement industrialisés qui sont prêts à réduire leurs émissions tout en conservant leur capacité économique et grâce à des innovations technologiques, versus les pays en développement qui estiment légitime de pouvoir continuer à se développer sans avoir à mettre en danger cette dynamique du fait de l'enjeu climatique. Car en fait, les choses sont beaucoup plus complexes. À l'intérieur même des pays développés, les choses ne sont pas simples. La conscience de l'enjeu climatique est désormais très avancée. Mais l'adaptation aux enjeux ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Par exemple, en France, on a la chance extraordinaire d'avoir le Grenelle de l'environnement et les travaux de fond absolument énormes qui ont lieu aussi bien au sein de l'État et des administrations que dans le secteur privé, que dans la société civile. Mais l'énormité du travail qui est actuellement accompli montre bien que rien n'est simple. Et cette situation, elle est valable à l'échelle du monde en fonction des différentes situations. Ainsi, vous posiez la question de la Chine. La Chine est un pays qui connaît un développement prodigieux dans l'histoire humaine, avec 1,6 milliard de personnes qui connaissent eux-mêmes des niveaux de développement humain et un rapport à la croissance qui est extrêmement disparate, tandis qu'aux États-Unis a lieu depuis plusieurs années une mobilisation extraordinaire au niveau des municipalités, des États membres de la Fédération, de la société civile, voire des particuliers, autour de l'intégration des principes et des enjeux du développement durable. Mais en même temps, pour les États-Unis non plus, il n'est pas évident de définir des objectifs généraux. Donc, nous sommes à un moment où un travail de fond a lieu un peu partout, à des vitesses et selon des contraintes qui sont extrêmement diverses, avec une conférence comme celle de Copenhague qui doit permettre de se coordonner autour de l'enjeu de la frontière climatique des 2 degrés. Il y a 2 façons de considérer le changement climatique. On peut le considérer comme étant le problème de chacun. Donc on peut dire nord, sud, est, ouest, riche et pauvre, etc. Ou bien on peut le considérer comme un problème global, comme l'exprime très bien
le concept même de réchauffement global. Mais global, ça veut dire précisément interdépendance. D'accord ? Dire qu'il y a d'un côté une sorte de nord développé où les choses vont bien et un sud sous-développé ou mal développé ou en développement, pauvre qui ne s'en tire pas, etc. Et là aussi une vision trop schématique, parce qu'en fait nous sommes vraiment arrivés à l'époque de l'interdépendance. Donc la question c'est vraiment comment allons-nous faire pour travailler ensemble à toutes les échelles de la société globale pour, d'une part, faire en sorte que les risques globaux induits par le changement climatique n'aient pas des effets systémiques qui aillent aisément d'Australie en Afrique, d'Afrique en Europe, etc. Prenez simplement le cas de la crise alimentaire actuelle. La crise alimentaire, elle impacte les populations les plus vulnérables, mais en même temps, elle est fortement induite par des phénomènes climatiques extrêmes qui s'exercent sur les grands centres de production agricole mondiaux comme l'Australie. Donc, on est vraiment à un moment de très grande interdépendance et où, en fait, ce qui va émerger, ce sera aussi une nouvelle façon de penser la solidarité à l'époque de l'interdépendance. La solidarité, littéralement, obligatoire au-delà des clivages géopolitiques.